Oh, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais faire avec vous, c'est je vais vous parler du concept de résonance. Ok? Donc, on a étudié dans les précédents cours l'oscillateur harmonique simple. En particulier, on a étudié le cas du pendule, excusez, oui, du système masse-ressort. Donc, on accroche une masse M au bout d'un ressort de constante de rappel K. On trouve que la fréquence d'oscillation normale du pendule de l'oscillateur est donnée par racine de K divisé par M. Ok? Je vous avais aussi dit au début du cours que les oscillateurs harmoniques simples sont quelque chose qui est très très courant dans la nature, puis c'est une des raisons pour lesquelles on va les étudier plus en détail. Ok? Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un deuxième type d'oscillateur qui est simplement ben, tout simplement un pendule simple. Là, ok? Donc, il n'y a rien de vraiment surprenant dans ce que c'est qu'un pendule simple. Tout le monde a une idée de ce que c'est. Ok? Donc, voici une représentation d'un pendule simple. Donc, vous avez quoi? Une corde de longueur L à laquelle on accroche une masse M, puis on laisse osciller tout simplement. OK? Donc, qu'est-ce que c'est si on se souvient de notre condition dynamique? Bien, il faut que la force soit proportionnelle. La force résultante doit être proportionnelle et signe contraire à la position. OK? Donc, on a une force, puis on a une position. Il faut que les deux soient proportionnels et de signe contraire. OK? Donc, nous, ici, on va se préoccuper du mouvement du pendule, par exemple, le long de l'axe des X, ici. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va travailler, en fait, on va travailler avec les variables angulaires. Donc, nous, il y a toujours une composante parallèle au mouvement, puis une composante perpendiculaire au mouvement. Nous, on va regarder la composante parallèle au mouvement ici, puis on va mesurer les angles positifs là. On se souvient ensuite qu'un pendule a toujours besoin d'une position d'équilibre. Ok? Prenez une corde, accrochez une masse au bout, laissez-le, lâchez-le tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? C'est où sa position d'équilibre? Mais sa position d'équilibre est quand la corde est parfaitement verticale. À ce moment-là, on va dire que la position est égale à zéro. Donc, on va mesurer l'angle positif dans cette direction-là. Puis, on va regarder c'est quoi la grandeur de la force résultante qui agit sur mon pendule. Donc, il y a une seule force qui est une composante le long de l'axe qui décrit le mouvement ici, là, OK? Puis c'est la composante de P qui pointe vers les X négatifs. OK? Donc P, le poids de l'objet tire vers le centre de la Terre. OK? Il y a une partie de ce vecteur P qui tire vers les X négatifs si on regarde mon système d'axe ici. Donc j'ai moins PX. Euh, on l'a déjà décomposé ici, ça mesure moins mg sin θ, où le θ c'est l'angle qui est ici, donc j'ai le même θ qui est ici. C'est des angles correspondants. Je me souviens plus deux parallèles, une séquente. Là. Je me souviens jamais de ces. Je sais que lui ici puis lui ici sont pareils. Ok? Parce que c'est deux droites parallèles coupées par une séquente. Donc la longueur de PX qui est ici mesure combien? Ben, c'est relié au sinus de l'angle θ. On va faire deux petites choses. Premièrement, une approximation qu'on va aimer beaucoup faire dans le cours ici, c'est que pour les petits angles, on va dire que sinus de θ est à peu près égal à θ. Okay? Donc ça, c'est vrai quand θ est donné en radian. Ça, c'est important de noter. Radian seulement. Ça ne marche pas si votre angle n'est pas donné en radian. Okay? Donc, petite parenthèse, pourquoi ça c'est vrai? Okay? Donc, pourquoi sin de θ est à peu près égal à θ? Imaginez que vous avez Euh, imaginez que je me trace un triangle ici, ok, puis que je me trace un petit arc de cercle ici. Ok. Ben, imaginez que ça, c'est une partie d'un cercle là, beaucoup plus grand. Ok. Puis qu'ici, j'ai un petit angle. Ok. Ben, si mon angle est suffisamment petit, là, ok, je peux considérer que ça, c'est un angle à peu près, un angle presque droit. Donc, le sinus de θ va être donné par quoi? Le rapport entre le côté opposé ici, puis l'hypoténuse, ok, qui est là. L'hypoténuse mesure R. Ce côté-là mesure combien? Mesure à peu près X. Ok. Donc, c'est à peu près X sur R. Mais si on regarde c'est quoi la définition de mon angle θ en radian, ok, c'est quoi? Longueur de l'arc de cercle divisé par rayon X sur R. Ok. Donc, pour des angles suffisamment petits,
sin de θ est à peu près égal à θ. Okay? Si vous n'êtes pas convaincu, prenez votre calculatrice, calculez sin de 0.1 en radian, là, ça va vous donner 0.1. Okay? Donc, pour les petits angles, sin de θ est à peu près égal à θ. Donc, comme on travaille avec des variables angulaires de ce côté-ci, on va aussi travailler avec des variables angulaires de ce côté-là. Donc, si vous vous souvenez des variables angulaires qu'on avait vues aussi en mécanique, ben, utilisons la définition du radian justement pour dire que θ, c'est une longueur d'arc de cercle divisé par le rayon d'un cercle. Donc, on a delta x qui est égal à r fois delta θ. Mais de la même façon, on va avoir la vitesse linéaire qui est r fois la vitesse angulaire, puis l'accélération linéaire qui est r fois l'accélération angulaire alpha en rad par seconde carré. Donc, moi, le A qui est ici, je vais le remplacer par R fois alpha. Que vaut alpha? Ben, alpha, c'est tout simplement, euh, pardon, que vaut R, pardon? Ben, c'est tout simplement la longueur du rayon du cercle, c'est-à-dire L dans mon exemple. Donc, ici, je vais pouvoir remplacer tout ça par moins mg fois θ est égal à m fois L fois alpha. Ce que je remarque, c'est que je peux isoler ça de chaque côté, puis j'ai A alpha qui est égal à moins G sur L multiplié par θ. Okay? Donc ça, c'est la forme qu'on veut. Une accélération proportionnelle, ça c'est deux constantes ici. Okay? Donc c'est proportionnel et signe contraire à la position. Okay? Donc par analogie, nous, comme on sait que A c'est moins oméga carré fois x dans un oscillateur harmonique standard, on peut dire que la fréquence d'oscillation va être donnée par racine de g divisé par L. Okay? Donc tous les pendules vont avoir tendance à osciller librement, okay, à une fréquence ici, qui est donnée simplement par la longueur de la corde à laquelle ils sont accrochés. Okay. Donc, prenons ici, par exemple, dans cette vidéo-là, c'est ce qu'on a fait. On a pris un pendule, tout simplement, puis on le laisse osciller librement. Okay. Donc, un pendule qui oscille librement oscille pas à n'importe quelle fréquence et oscille toujours à la même fréquence. Cette fréquence-là, elle dépend de la longueur du pendule. Dans notre exemple ici, quelle est la longueur de ce pendule-là? Okay. On va mesurer. On trouve du centre de la masse, du point d'application du poids, jusqu'au haut de la corde, 25 cm. Okay. Donc, si on a un pendule qui fait 25 cm de long, quelle va être sa fréquence d'oscillation? Excusez. Okay. Donc, oméga est égal à racine de G sur L. Ici, L est égal à 25 cm. Donc, racine de 9,8 divisé par 25 cm, ça donne à peu près 6,26 rad par seconde. Nous, si on veut trouver la fréquence linéaire, on se souvient que oméga, c'est 2pi fois la fréquence en Hertz. Okay? Donc, ici, F serait égal à 6,26 divisé par 2pi, ce qui vaut essentiellement 1 Hertz. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que n'importe quel pendule dont la longueur de la corde est de 25 cm va avoir tendance à osciller à la même fréquence de 1 Hz, c'est-à-dire à faire une oscillation complète à chaque seconde, ce qui était essentiellement la fréquence d'oscillation du pendule que je vous ai montré dans la petite vidéo. Okay? On s'en va où avec ça? Ben, ce qu'on vient de dire, c'est que votre pendule veut osciller à la fréquence de 1 Hz. Okay? Ici, dans la vidéo qui est ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a relié à un moteur, okay, qui lui va chercher à forcer l'oscillation. Okay. Donc, vous avez un piston ici, okay, qui est relié à un générateur de fréquence. Donc, on peut ajuster la fréquence à laquelle le piston va faire son mouvement de va-et-vient. Okay. Vous allez voir, on travaillait avec ça dans différents cours, ben, dans un lab sur les ondes stationnaires. Okay. Puis ici, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a un pendule qui veut osciller une fois par seconde, puis on relie un piston qui oscille 0,7 fois par seconde. Donc sa fréquence d'oscillation est légèrement sous la fréquence naturelle d'oscillation de notre pendule. Okay? Donc qu'est-ce qu'on va observer dans notre exemple? Okay? Pas grand-chose comme mouvement. 0,8 Hz, qu'est-ce qu'on observe? Pas grand-chose. Le pendule n'arrive pas à osciller. Okay? Librement en tout cas. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle
vous voyez dans le nom du vidéo, une oscillation forcée, ok? Forcée par une source externe. Ok? À 0.9 Hz, là des fois, on dirait que ça veut partir, ça veut se mettre en mouvement, mais soudainement, qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a plus rien qui bouge. Ça repart, plus rien qui bouge. Ok. Puis là, on va le mettre à 1 Hz. Ok? Puis on va vérifier qu'est-ce qu'on observe. Mais juste avant, si on y pense un petit peu. Ok? Ok? Imaginez que vous allez au parc avec votre petit-neveu. Ok? Ou votre nièce, là, peu importe. Ou votre petite soeur, si c'est le cas. Puis, qu'elle vous demande d'aller le pousser parce qu'il veut se balancer, puis qu'il est trop petit pour se balancer tout seul. Ben, on peut assimiler une balançoire à un pendule qui a une certaine longueur L. Ok? Imaginons maintenant qu'il vous demande de le pousser. Qu'est-ce que vous allez faire? Ok? Est-ce que vous allez pousser à une fréquence aléatoire ou encore de façon complètement aléatoire? Non, non, non. Si vous voulez que votre petit neveu ait du fun, vous allez vous arranger pour le pousser toujours au même moment. Okay? C'est-à-dire, chaque fois qu'il revient, vous allez le pousser. Il va aller, il va revenir, vous le repoussez. Si vous poussez n'importe quand, qu'est-ce qui va se passer? Des fois, vous allez pousser au bon moment. Des fois, ça va donner pardon, que vous allez pousser au bon moment. Okay? Mais d'autres fois, ça va arriver que vous allez le pousser alors qu'il va être à l'autre bout, vous allez pousser dans le vide. Ou au moment où il descend, vous allez pousser trop vite, il brise le dos, ou peu importe la situation. Mais ça n'arrivera pas souvent que vous allez le pousser au bon moment. Donc, ça ne va pas l'aider à se balancer super comme un champion. Okay? Pour qu'il y ait du fun, pour que le mouvement, le transfert d'énergie soit efficace, il faut que vous poussiez toujours au même instant, à la fréquence à laquelle lui oscille, puis toujours au bon moment. Donc, c'est ça qui se passe dans le cas d'une oscillation forcée, ok, qui entre en résonance. Donc, là, ici, notre générateur pousse avec une fréquence de 1 Hz, donc fait son mouvement de va-et-vient exactement une fois par seconde. Notre oscillateur, lui aussi, veut osciller une fois par seconde parce que c'est sa fréquence naturelle d'oscillation. Donc là, le mouvement, il y a un transfert d'énergie qui est super efficace. Puis là, vous allez avoir un phénomène de résonance qui va apparaître où l'onde va pouvoir, pas l'onde, dans ce cas-ci, l'oscillation va pouvoir être maintenue de façon super efficace. Puis il va y avoir un transfert d'énergie qui va être maximal. Si vous dépassez, si la fréquence d'entraînement dépasse la fréquence d'oscillation du système, ben là, pouf, le phénomène de résonance vient de disparaître. Puis vous n'aurez plus le mouvement super amplifié que vous aviez juste avant. OK? Donc ça, c'est le cas classique de la résonance. Okay? Donc, toutes les structures, en fait, là, on voit pour un pendule, là, le pendule a une fréquence naturelle d'oscillation, mais la plupart des structures en physique ont des fréquences naturelles d'oscillation comme ça aussi. Okay? Puis, si la force que vous exercez a la même fréquence, une force variable qui a exactement la même fréquence que la fréquence naturelle d'oscillation de votre système, vous allez pouvoir entretenir des oscillations. Okay? Un autre exemple de ça, ici par exemple, un exemple un peu plus extrême, là. Imaginez ça ici. By subjecting the glass to high amplitude sound waves of the same frequency, the glass vibrates. The sound waves reinforce the vibrations, continually adding energy to the glass. This is resonance. Eventually, the amplitude of the vibrations becomes stronger than the glass can withstand, and it shatters. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe, ok? Donc, quand comme on explique, on dit quand vous tapez sur un verre, là, vous donnez une pichenote en bon français sur un verre de verre ou de cristal, il va osciller, il va faire un son, ok? Mais un son, ce qu'on va voir bientôt, c'est que c'est juste une oscillation qui a une fréquence qui tombe dans la fréquence perçue par l'oreille humaine. Okay? Ça, on va y revenir plus en détail. Mais il fait un son que vous connaissez. Adding energy to the glass. Adding energy. Yeah. When struck, a wine glass rings at its natural frequency. On représente ici la fréquence d'oscillation naturelle de notre verre. Okay? Puis ce qu'on fait ensuite, c'est que au lieu d'avoir l'onde sonore qui part du verre, on va prendre un haut-parleur puis shooter du son exactement à cette fréquence-là sur le verre. Okay? Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un vieux système. Hein? Donc,
le son, comme le verre a tendance à osciller à cette fréquence-là, nous, on va l'exciter avec une onde qui a exactement la fréquence à laquelle va osciller naturellement. Donc, il va y avoir un transfert super efficace d'énergie, puis on voit l'amplitude de mouvement. Là, ça oscille de plus en plus fort, puis à un moment donné, ça dépasse la résistance du matériau, puis ça finit juste par exploser. Okay? Donc, ça, c'est un transfert d'énergie super efficace par résonance. Un autre exemple de ça, c'est ici. Du son. Oui. OK. Donc, tout ce qu'on a, c'est deux diapasons pareils. Un diapason, c'est un appareil qu'on utilise entre autres pour ajuster des instruments de musique qui sont faits pour être tunés, pour être ajustés à une fréquence très précise. Donc là, on a des diapasons, c'est des La 440. Donc, le diapason oscille 440 fois par seconde. Là. Donc, ça dépend vraiment de la composition. En fait, ça dépend beaucoup de la longueur des bras ici, par exemple, de la géométrie de l'objet. Règle générale, plus les objets ont des géométries simples, plus ils ont des fréquences de résonance qui sont clairement définies. Okay? Donc, si votre diapason est fait pour osciller naturellement à la fréquence de 440 Hz, on en a deux identiques, un à côté de l'autre. Les deux sont complètement immobiles. On n'entend rien. On en frappe un. Puis ce qu'on remarque, c'est que le deuxième s'est mis à osciller. Okay? Donc, alors qu'on n'a jamais cogné sur le deuxième. Là. On a juste cogné sur le premier, mais le deuxième s'est mis à osciller. On l'entend, là, le gars il met un micro dans la boîte ici. La boîte, d'ailleurs, elle a une longueur qui est ajustée pour que ça amplifie la vibration de la petite tige de métal qui est ici. Okay? Donc, on remarque qu'il y a eu un transfert d'énergie entre les deux, alors qu'il n'y a jamais eu de contact direct entre les deux ici. Tout ça à cause de la résonance. Okay? Donc, comme je soulevais, plus les structures sont simples, plus les fréquences de résonance sont clairement définies. Okay? Évidemment, dans la nature, plus les objets sont compliqués, plus les fréquences sont difficiles à évaluer souvent, mais même des structures comme ça, un pont, ok, va avoir des fréquences de résonance. Donc ça, c'est un pont suspendu, c'est le pont de Tacoma Narrows dans l'État de Washington. Ok. Euh, c'est un pont, si vous remarquez, As you can see, c'est un pont exceptionally long. qui est très long, ok, 2800 pieds, donc à peu près 800-900 mètres, ok, mais qui est très étroit, puis qui a des girders, là, c'est des, excusez le français, là, mais c'est des I-beams, c'est des poutres en I, ok. Donc si on regardait par exemple le pont vu de côté, on verrait qu'il y a des poutres en I, ok, comme ça. Puis vous avez le tablier du pont entre les deux. Puis tout ça, c'est suspendu par des câbles. Donc ça serait vu de face, là, mettons. Si on prenait une coupe du pont, là, on verrait ça comme ça. Le tablier comme ça ici. Donc ça serait la slab d'asphalte en bon français. Excusez le français ici des fois, ok. Vous auriez là une voiture qui s'en vient vers vous, une voiture qui s'en va, qui s'éloigne de vous, ok. Puis vous auriez les câbles qui suspendent le pont. Donc ces beams-là font 8 pieds, donc à peu près 2,5 mètres, 2,7 mètres. Le pont fait 40 pieds de large, donc à peu près 13 mètres de large, mais il fait à peu près 800-900 mètres de long. Okay? Donc, c'est ça que ça ressemble. Okay? Vous remarquez aussi, il a commencé à être construit en 1938. Il a été ouvert au trafic en 1940. Donc, de novembre 38, donc à peu près juste en un an et demi, okay, la construction de ce pont-là. Et collapse of the bridge, donc le pont s'est effondré quelques mois plus tard. Okay? Donc vous allez remarquer pourquoi, excusez-moi, je bois beaucoup trop de café dans une journée, je devrais boire plus d'eau, mais bon, que voulez-vous, hein? Donc le pont s'est effondré quelques mois plus tard. Okay? Une des raisons pour ça, c'est à cause de la géométrie vraiment trop During simple. Vous construction, remarquez, we see the steel girders, 8 c'est feet ça. tall, Donc les which poutres de were 8 supposed pieds to stiffen the bridge against bending. qui étaient faites. However, some up and down vibration was observed during the entire useful life of the bridge. On remarque aussi que la CSST n'existait pas du tout à cette époque-là. Okay? Les gars, ça, c'est les poutres de 8 pieds qui retiennent le tablier du pont. Les travailleurs ici sont même pas attachés. Excusez le français, mais fuck it en bon français. Là. Je veux dire, je sais pas s'il y en a qui sont morts, là, mais bon.
C'est supposé renforcer le pont. Here's opening day. Puis là, à quoi ça ressemblait jour d'ouverture. Le 7 novembre, 10h le matin, le pont entre en mode de torsion, en résonance en mode de torsion. Okay. On November 7th, the bridge suddenly went into a twisting motion. Donc, quand on The parle, wind speed was a steady 42 miles per hour. This was enough to keep the bridge oscillating in one of its natural modes of vibration, with a period of 5 seconds. donc le pont est entré dans un mode de vibration dû à sa géométrie, avec une période d'environ excusez, d'environ 5 secondes. Vous remarquerez que le pont ici, il se tord sur lui-même. Donc, quand on dit c'est un pont suspendu, c'est vraiment ça. Okay? Donc, le pont, ici, le câble principal soutient plein de petits câbles qui soutiennent le tablier du pont. Là. Okay? C'est pas juste pour faire beau. Là. Okay? C'est vraiment ça qui joue le rôle. Qui fournit le support au pont. Vous remarquez deux autres choses. Les deux poteaux, les deux grandes tours ici servent à fixer comme il faut le tablier. Donc le tablier n'essaie pas de passer les ponts. Il essaie juste entre les deux. Puis vous remarquez ici, c'est parce qu'une structure en deux dimensions, c'est un petit peu plus complexe, mais la ligne du centre du pont ne bouge à peu près pas. OK, là? Pourquoi? On va y revenir. C'est une ligne de nœud qu'on appelle. Tout bouge autour de cette ligne-là. Cette ligne-là est complètement immobile. Donc, il y a des points qui ne bougent jamais, même si vous avez une onde, OK? Puis on va revenir sur les ondes plus tard, là, mais même si vous avez une onde qui se déplace dans quelque chose comme ça, ça bouge pas tout le temps, OK? Il y a des points qui ne bougent pas. On appelle ça des lignes de nœud, par exemple, dans ce cas-là. OK. Mais le vent était soutenu, ça soutenait les oscillations du pont. A professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty along the nodal line, which is the center stripe of the roadway. Je commente en même temps la vidéo. Là. Il y a un ingénieur ici, là, un prof qui s'en vient, qui est allé prendre des mesures, évidemment, parce que l'ingénieur voit ça, il se dit ouais, il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié. Okay? Puis il s'en va mesurer, je sais pas quoi, okay, en plein milieu du pont. Lui, il se dit moi, on va y aller, ça shake, ça doit être le fun, donc on s'en prend des mesures sur le pont, littéralement. Okay? Pour revenir, il marche sur cette ligne de nœud-là. Okay? Donc il marche sur la ligne du centre parce que c'est ça qui oscille le moins. Okay? Donc là, on voit aussi qu'il y a un nœud ici en plein milieu. Donc il y a un nœud à chaque extrémité, puis il y en a un dans le milieu, c'est des points qui ne bougent pas. Okay? Qui ne semblent pas bouger du tout. Là. It's remarkable that the girders were this flexible. C'est remarquable que les poutres soient aussi flexibles. On parle d'un pont en acier. Là, okay? Ça tord comme si c'était fait en plastique. Photographed at normal speed. Donc, however, a collapse was inevitable after a little more than an hour of this. Donc c'est sûr que c'est pas fait pour... c'est de l'acier, c'est pas fait pour être plié et déplié comme ça constamment. Okay. Donc, pourquoi le pont s'est écroulé, c'est pas encore, je pense, c'est même pas encore complètement résolu ce problème-là. Pourquoi c'était... c'est que là, de toute évidence, il y a de la résonance. Okay? Il y a une onde, il y a de quoi qui oscille. The car had been abandoned earlier. No one was injured in the whole affair. However, a small dog in the car was frightened and was afraid to come out, and he perished along with the bridge. Je sais pas non plus qui c'est qui va arrêter son char en plein milieu du pont en se disant fuck it, j'aime mieux courir, là, mais bon, ça a l'air qu'il y en a qui ça y tentait. Puis là, après une heure de ça, ben, le pont s'est écroulé. C'est sûr, là, prenez des poutres d'acier, puis pliez, dépliez, à un moment donné, ça finit par perdre la rigidité. Puis tout le pont a foutu le camp. Donc, un pont qui a pris à peu près 1 an et demi à construire, il a toffé 3-4 mois, puis après ça, il est tombé dans la rivière en dessous de lui. C'est ça. Donc ça, c'est un pont dans l'État de Washington. C'est quand même assez surprenant que ça ait toffé aussi longtemps que ça. Donc, une des raisons pourquoi ça n'a pas toffé super longtemps, ben, on se rappelle les délais, les temps de construction puis de production. Là. Le pont a été conçu
autour de... En quoi? Le pont a été conçu et construit en 1 an et demi. Aujourd'hui, quand tu construis un pont ou n'importe quelle structure, je veux dire, le pont Champlain, c'était un miracle à quel point c'était fait vite, puis ça a pris, je pense, au moins 5-6 ans pour le construire. Sinon, on parle même pas de la phase de design qu'il y a avant. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi c'est de plus en plus ben, pourquoi c'est de plus en plus long construire des structures de génie civil. C'est une des raisons, c'est parce qu'on sait maintenant, on maîtrise mieux les, euh, les modes de vibration naturels des objets qu'on construit. Donc, on va essayer d'éviter de tomber sur des fréquences facilement excitables. Ici, c'est le vent qui transférait de l'énergie continuellement au pont. Donc, ce qu'on a tendance à faire dans des exemples comme ça, c'est que maintenant, on va vouloir... attendez une seconde. OK. Imaginez que vous voulez maintenant construire une structure comme le Burj Al Arab à Dubaï. Le Al Khalifa, pardon, c'est le plus gros gratte-ciel au monde. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez vous assurer que vous n'allez pas malencontreusement exciter une fréquence d'oscillation de votre système. Donc, avant même de le construire, vous allez tester en soufflerie, par exemple, votre building, OK? Puis vous allez vous arranger pour minimiser les chances de créer des résonances. Donc, par exemple, dans notre exemple ici, ben, vous voyez qu'il y a des steps, il y a des genres de... C'est pas une grande structure monolithique, là, rigide. Si vous avez plusieurs petits étages qui finissent à des hauteurs presque toutes différentes, là, puis il n'y a pas vraiment de belles régularités. Plus les régularités sont simples, plus les fréquences de résonance vont être clairement définies. Donc ici, on va faire des tests en soufflerie. Ils ont même simulé, ils ont même construit tous les buildings qui sont autour pour voir l'écoulement du vent, par exemple, dans la soufflerie, là, pour voir. Puis ça, c'est tout sur une table qui peut tourner. La table au complet peut tourner pour simuler le vent qui arrive de différentes directions. Donc, ils vont mettre des capteurs, puis ils vont regarder à quel point la tour oscille. Okay? Parce que ça bouge des buildings. Okay? Là, vous êtes à Chicago, je sais pas si ça vous dit quoi, mais la tour Sears, l'ancienne tour Sears qui a changé de nom, là, je me souviens plus comment ça s'appelle maintenant. Ça a été longtemps le gratte-ciel le plus haut aux États-Unis. Quand vous êtes en haut, le building, là, ça peut se tasser de 1 mètre là, facilement de gauche à droite. Là. Donc imaginez, vous êtes dans un building, puis le building au complet bouge. Vous êtes assis à votre bureau, OK? Puis là, soudainement, là, tout bouge à l'extérieur. Là. Vous dites, ouais, c'est donc bien weird, tout le paysage est en train de bouger. Non, 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 c'est pas le paysage qui bouge. Vous qui bougez, le paysage reste immobile, mais vous, dans votre bureau, c'est votre bureau complet, là, la tour complet, qui va se déplacer sur une distance d'1 mètre ou 2. OK? Donc, imaginez que vous êtes dans un gratte-ciel, OK? Puis vous êtes, vous, assis en haut, tout relax, mais le vent est tellement fort que le building au complet va se mettre à osciller de gauche à droite, OK? Généralement, vous ne voulez pas ça, OK? Vous voulez avoir le building au dernier étage pour impressionner vos clients, mais vous ne voulez pas avoir le trouble d'avoir le mal de cœur dans votre building. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, OK? Bien, vous allez installer ce qu'on appelle, excusez, un amortisseur harmonique. OK? Donc, ce qu'on appelle en anglais un tune mass damper, là, excusez le français, là, mais c'est un immense. Là, cet immeuble-là, c'est le Taipei 101 à Taïwan. Donc, vous avez une immense boule d'acier suspendue par des câbles. OK? OK, donc ça a l'air de ça vu en haut. OK? Puis la structure complète va être montée sur des amortisseurs. Donc si on revient au phénomène d'oscillation, puis vous faire le lien avec l'amortissement dont on avait brièvement parlé, imaginez que votre tour commence à osciller comme ça. Okay? On a vu qu'un oscillateur harmonique simple, une fois que vous lui aviez donné de l'énergie, il va vouloir osciller à peu près indéfiniment. Okay? Nous, ce qu'on veut, c'est amortir les oscillations le plus rapidement possible. Donc, comment on va faire ça? C'est qu'on va
prendre la grande boule d'acier qui est ici et la monter sur des amortisseurs. Okay? Donc les amortisseurs, de la façon, ils sont suspendus par la boule est suspendue par des câbles, puis rattachée à des amortisseurs qui sont eux fixés dans le bâtiment. Okay? Donc si on regardait, ok, donc c'est ça qu'on représente ici. Vous avez les câbles qui eux sont rattachés au building, les amortisseurs qui sont eux aussi attachés au building, mais la boule, elle, n'est pas attachée au building d'aucune façon. Elle n'est pas directement attachée après le building. Donc, qu'est-ce qui se passe si tout ça se met à bouger? OK? Ben, imaginez, OK? Donc, vous avez, pardon, OK? Une sphère ici, suspendue par des câbles, OK? Puis, relié à des amortisseurs. Donc l'amortisseur, je vais juste le représenter comme ça ici. Là. Un amortisseur, c'est juste quelque chose comme ça ici. Je suis pas super bon pour dessiner à main levée. Donc ça, c'est relié au building. Ça, c'est relié au building aussi. OK? Puis imaginez maintenant que la tour au complet, OK, se déplace dans cette direction-là. OK? Qu'est-ce qui va se produire? Mais la boule qui est ici, elle, n'est pas physiquement attachée après le building. Donc, son inertie va faire en sorte qu'elle va vouloir rester immobile. Mais vous allez avoir tout le building qui va se tasser par rapport à elle. Donc, une fraction de seconde plus tard, vous avez quoi? Vous avez la boule qui est là, mais le building qui s'est déplacé, mettons, moi je sais pas, comme ça ici. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? L'amortisseur qui est rendu ici va vouloir se comprimer. OK? Puis celui-là va vouloir se détendre. OK? Donc, là, ici, le piston va bouger vers l'intérieur. Ici, le piston va bouger vers l'extérieur. Puis ça, ces pistons-là, là, c'est rempli de liquide, d'huile, généralement, ou d'un fluide hydraulique. Ce qui fait en sorte que le va-et-vient du piston dans l'amortisseur va dissiper l'énergie. C'est ça, là. Donc, vous avez un piston, un amortisseur. Quand vous tirez ou vous poussez, il y a une plaque de métal qui se déplace dans un fluide. Puis ça, c'est ça qui va ralentir le passage. Puis là, vous faites des petits trous dans la plaque de métal. Ça force la turbulence, puis ça force le passage de l'huile dans un piston. Puis c'est ça qui va dissiper l'énergie. Donc l'oscillateur harmonique, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'il va vouloir dissiper l'énergie qui est stockée dans l'amortisseur. Puis il va faire en sorte que comme ça, l'immeuble va cesser d'osciller. OK? Donc vous avez ici le Taipei 101, ça c'est justement, vous voyez les pistons ici, les câbles qui retiennent la sphère d'acier. C'est une attraction en soi, là. C'est sur plusieurs étages. La boule d'acier fait 800 tonnes. Puis vous remarquez, là, ça a l'air de bouger. Okay? Vous voyez, ça bouge. Là. Okay? Mais c'est ça, il faut faire attention. C'est pas la boule d'acier qui bouge. C'est le building en dessous de la boule d'acier qui bouge. Okay? La boule d'acier, elle est là juste pour rester en place puis forcer la dissipation d'énergie. Donc le building qui est assis va dissiper de l'énergie comme ça. Okay? Donc imaginez l'énergie que ça doit prendre pour déplacer une boule, pour déplacer un immeuble au complet autour d'une boule de 800 tonnes. Okay? Donc c'est assez incroyable. Mais ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est une des mesures de précaution qu'on utilise quand on veut protéger des bâtiments contre les tremblements de terre, par exemple. Okay? Donc c'est ces amortisseurs ici qui vont s'occuper de dissiper l'énergie qui est transférée à notre objet. Okay? Donc juste faire une très brève parenthèse, une suspension normale, vous savez aussi comment ça fonctionne. Dans le fond, c'est ça qu'on disait. Donc vous avez des haut-parleurs, des ressorts pour absorber le choc, mais là, l'énergie qui est absorbée, il faut s'en débarrasser. Donc, on vient de voir avec les amortisseurs, le mouvement de l'amortisseur va dissiper l'énergie qui est accumulée. Okay. On a aussi des affaires un petit peu plus flyées, okay, comme ça. Là, vous remarquez qu'il y a de quoi qui est weird un peu là, dans la vidéo en haut. Okay, là.
Donc, une suspension conventionnelle, la voiture va avoir tendance à écraser sur la roue extérieure là, parce que la voiture veut continuer en ligne droite, mais vous la forcez à tourner, donc il va y avoir un mouvement de rotation. Donc, la voiture veut continuer comme ça, vous la forcez à tourner comme ça, il va y avoir un mouvement de rotation qui va apparaître. Ça va créer un moment de force qui va vouloir faire écraser le pneu extérieur. Ok, ça, c'est normal. Mais vous avez des suspensions actives qu'on appelle. Là, ici, la voiture elle compense pour ça. C'est un peu weird là, quand on y pense. Ok. Mais c'est parce que la voiture, elle va ressentir l'accélération, puis elle va durcir la suspension à l'extérieur. Donc, elle va empêcher la roue de s'écraser comme ça. Ok. Ça commence à être, entre guillemets, de plus en plus courant. Ok. Je dis entre guillemets parce que ça se trouve dans des véhicules vraiment haut de gamme. Là. Ok. Même affaire dans un slalom, la voiture reste parfaitement horizontale. Je veux dire, ça, en plus, c'est vieux, là, ça date il y a 13 ans déjà. OK? Donc, je sais pas comment, comme. En fait, pourquoi ça c'est pas commercialisé? C'est juste parce que ça doit valoir plus cher. La suspension doit valoir plus cher que le char. Là. OK? Donc, suspension sport, c'est encore plus dur. Tu sais, c'est fait pour être dur, être raide, prendre les coins, les virages plus serrés. Un dos down, pas de trouble, comme s'il était jamais là. Donc ça c'est de l'amortissement, et là on remarque là, mais il y a de quoi de bizarre qui se passe là. Ok, donc c'est fait pour garder le l'arrêt, la conduite super smooth là. T'sais. Mais bon, c'est vraiment l'autre commentaire. Vous remarquerez même pas quand tu écrases quelqu'un avec une suspension comme ça. Ok, ce qui est à peu près le cas pour vrai. Ok. Donc, au niveau de la. Ben, ça, je vais parler pour brièvement là, pour la résonance. Donc, ce qui est important de retenir au niveau de la résonance, c'est que tous les systèmes ont tendance à osciller à une fréquence qui leur est naturellement propre. Ok. Donc, on avait vu accrocher une masse au bout d'un ressort, ça va vouloir osciller à racine de K sur M. Ce qu'on a vu plus tôt dans le cours aujourd'hui, prenez un pendule, ça va avoir tendance à osciller à la fréquence racine de G divisé par L. Donc, tous les systèmes ont des fréquences de résonance qui leur sont propres. Ce qu'on peut, même les objets, les immeubles, les structures de génie civil, les ponts, les immeubles ont des fréquences de résonance qui leur sont propres, les verres, n'importe quel objet ont des fréquences de résonance. Le but, quand vous construisez des systèmes plus complexes, c'est d'essayer d'éviter justement que ça soit facile de tomber sur ces fréquences de résonance-là pour éviter que ça soit détruit comme le pont qu'on a vu. Vous pouvez placer par exemple des amortisseurs à la surface au sommet des buildings, puis ainsi de suite. Donc, la résonance aussi, pourquoi c'est un phénomène qui est important pour nous, c'est parce que c'est une façon de transférer de l'énergie d'un oscillateur vers un autre, sans qu'il y ait de contact direct entre les deux. Donc, vous avez par exemple les deux diapasons qu'on avait. Vous frappez un diapason, l'onde, l'air, dans le fond, l'énergie, elle va se déplacer comment? Elle va se déplacer dans l'air, elle va être transportée par l'onde. Elle va aller frapper l'autre oscillateur, le deuxième va se mettre en mouvement, mais il n'y aurait jamais eu de contact direct entre les deux, mais pourtant, il va quand même y avoir de l'énergie qui va être transférée du point A au point B. Donc, d'utiliser le concept de résonance, c'est une bonne chose. Ça peut permettre de transporter de l'énergie, puisque ça nous montre aussi, ça nous montre que les ondes transportent de l'énergie, ce qu'on va voir plus en détail dans les prochains cours. Okay. Donc ça, c'était juste un petite parenthèse sur la résonance.